Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là aussi nombreux aujourd'hui. Je vais vous présenter une petite conférence assez rapide sur la gestion des risques naturels. Je vais revenir d'abord sur les concepts généraux pour vous poser quelques définitions et vous donner quelques éléments pour comprendre ce qui sera présenté par la suite. Et ensuite, je vous emmènerai sur un volcan indonésien pour vous présenter les risques volcaniques, comment on gère les crises volcaniques et comment on se reconstruit après une catastrophe volcanique. Cet exemple me tient particulièrement à cœur puisque c'est un volcan sur lequel j'ai vécu pendant 8 mois. Donc vous aurez quelques photos pour vous faire voyager un petit peu dans des contrées lointaines. Alors tout d'abord, je vous présente une carte très générale qui présente les principaux risques à l'échelle de la planète. Ce qu'on entend par la notion de risque, c'est un aléa. Un aléa, c'est un phénomène naturel que sont les séismes, les tsunamis, les cyclones ou les inondations. Et il devient un risque quand il rencontre la vulnérabilité des enjeux. C'est-à-dire qu'un événement naturel, une inondation qui se produit sur un espace où aucun être humain n'habite, où il n'y a aucun enjeu humain, ne constitue pas un risque. Ça constitue simplement un aléa naturel. Le croisement des enjeux et de l'aléa constitue le risque. Grâce à cette carte, vous pouvez voir qu'on a des zones qui sont déjà plus exposées que d'autres aux aléas naturels. Donc qui sont par nature des zones, on pourrait dire, plus dangereuses que d'autres. Vous pouvez voir ici, d'ores et déjà, l'Indonésie, où on a le cumul des risques séismes, tsunamis, cyclones et inondations. La répartition des risques, elle suit une logique. Pour les cyclones, par exemple, on va être le long de l'équateur, zone de, on va dire, de naissance des cyclones. C'est-à-dire que c'est une zone où on a des basses pressions et des fortes températures. Ce sont les deux conditions principales pour que des cyclones se forment et se développent donc dans cette zone de l'équateur. Ensuite, pour les risques de séisme, tsunami et le volcanisme en fait partie aussi, on va se trouver à la jonction des plaques tectoniques. Donc la Terre est découpée en plaques tectoniques et on retrouve les grandes lignes de faille là où on a le risque sismique le plus fort. Donc vous pouvez voir pour l'Indonésie qui se situe ici, au-dessus de l'Australie et en dessous de la Thaïlande. Vous pouvez voir qu'on a vraiment une concentration des différents risques naturels en présence. Ensuite, les données un petit peu chiffrées pour vous donner une estimation, pour vous expliquer un petit peu plus quand on parle de risques naturels, de quoi on parle. Ici, vous avez les dommages en milliards de dollars et les années qui se succèdent ici. Et vous voyez très nettement sur cette courbe qu'on a une augmentation du coût des dommages dans le temps. En fait, c'est lié à deux événements principaux. Le premier est lié au fait qu'avant, on avait très peu de données, on collectait très peu de données sur les catastrophes naturelles. Donc nécessairement, on n'avait pas les informations pour arriver à les chiffrer. Et à partir des années 80-85, on a chiffré davantage les catastrophes naturelles, donc on a plus de données. Et on a aussi une augmentation des enjeux dans les zones à risque. C'est-à-dire que les gens viennent davantage s'installer aujourd'hui qu'avant dans des zones qui sont potentiellement dangereuses pour eux. À la fois des zones d'inondation, des zones de mouvement de terrain, de tsunami ou de séisme. Vous voyez ici, rapidement, cette petite courbe juste en dessous, ça correspond à ce qui est assuré. Vos parents, dans leur habitation, pour leur voiture, ont un contrat d'assurance. Et les pertes, quand il arrive quelque chose à la maison, par exemple, lors d'une inondation, l'assurance va indemniser la famille d'un certain montant pour permettre de recommencer à vivre après l'inondation. Eh bien, vous pouvez voir ici que ce qu'on a en pertes assurées est nettement inférieur aux pertes réelles totales liées aux catastrophes naturelles. On voit ici aussi 2-3 pics. Un avec le séisme de Kobe en 1995. Ça a été un séisme majeur qui a engendré des gros incendies. En réalité, toute la ville fonctionnait au gaz. Et lorsque le séisme a fait trembler les bâtiments et les réseaux, il y a eu des étincelles qui sont mises dans les réseaux de gaz et qui ont généré des incendies monstrueux. Et en fait, les gens, lors du séisme de Kobe, ne sont pas morts de l'effondrement des bâtiments, mais ils sont morts d'asphyxie lors des incendies. Donc ça a été une catastrophe majeure et fondatrice dans la réflexion sur la prévention, puisqu'au lieu de chercher à avoir des bâtiments qui résisteraient à tout prix, on a aussi réfléchi à quelles étaient les causes de mort
lors des catastrophes naturelles. Et donc, par exemple, la ville de Kobe est passée au tout électrique juste après la catastrophe pour éviter, lors d'un prochain séisme, d'avoir à nouveau ces incendies majeurs à l'échelle de la ville. Vous avez aussi ici le tsunami d'Asie du Sud-Est, dont vous avez certainement entendu parler davantage que l'incendie de Kobe, le séisme de Kobe, qui s'est donc passé en Thaïlande et en Indonésie principalement, au Sri Lanka aussi, mais qui ont été les deux pays les plus sinistrés, et qui a eu lieu au mois de décembre 2004. Ça a été une catastrophe excessivement meurtrière, avec plus de 280 000 morts pour ce seul événement. Et ensuite, vous avez la catastrophe Katrina, ici, qui était donc le cyclone qui a ravagé la Nouvelle-Orléans en 2005. Pourquoi est-ce qu'on a une augmentation du coût des dommages? Eh bien, en partie, comme je vous le disais, parce qu'on a une augmentation des enjeux sur les zones à risque. Vous avez ici représenté de manière schématique ce qu'on appelle la spirale du risque. Elle est faite pour représenter cette question de l'oubli du risque qui génère une situation de crise. Cette crise rend évidente pour les populations, pour les personnes, leur vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'on est fragile, puisqu'on est à ce point impacté par un événement. Donc on va prendre des mesures de prévention, et puis pour se reconstruire, on va passer par une phase d'oubli du risque, de perte de mémoire, qui va générer la production des outils nécessaires à créer le risque, c'est-à-dire des comportements inadaptés, des constructions dangereuses dans des zones dangereuses. Ces zones à risque, la plupart du temps, elles vont se trouver, donc là, comme je vous disais, là où on a des grosses quantités de population, des grosses concentrations de population, et donc notamment en milieu urbain. Et on va être sur des zones qui sont des zones délaissées, qui vont être occupées par des populations qui vont être des populations pauvres, puisqu'on est sur des territoires qui sont délaissés par les autres, qui ne sont traditionnellement pas habités. Donc ce sont les populations qui s'installent sur ces territoires, notamment en milieu urbain, sont des personnes qui sont donc pauvres et nouvellement arrivées. Donc on a une très faible culture du risque, c'est-à-dire que ces personnes ne savent pas, ne connaissent pas l'histoire des risques qu'il y a eu sur leur territoire. Je vous donne un petit exemple, avec ici une reconstitution du développement de la ville de Sommières, qui est une petite commune du Gard, fréquemment inondée. Peut-être certains d'entre vous ont vu des images des inondations de Sommières qui étaient très impressionnantes, où on avait 8 mètres d'eau en certains endroits. C'est expliqué par le fait que, vous voyez, au 1er siècle, la ville était limitée ici sur les collines à un tout petit groupement humain qui était très éloigné de la rivière. Ici, ce que vous avez en bleu foncé, c'est là où coule la rivière, ce qu'on appelle le lit mineur. Et ce que vous avez en bleu clair, c'est ce qu'on appelle le lit moyen et majeur, qui est l'espace que l'eau va reprendre lorsqu'elle va sortir de son lit mineur en cas d'inondation. Donc les inondations, ici sur Sommières, elles sont générées par ce qu'on appelle des phénomènes cévenols, qui ne sont autres en fait que des précipitations très importantes et très concentrées dans le temps. On va avoir l'équivalent de 6 mois ou 1 an de pluie concentrée en quelques heures. Ce qui va donc générer des débordements importants. Vous voyez qu'au fil des siècles, la commune de Sommières s'est petit à petit développée en direction des berges des rivières, pour finir carrément dans le lit moyen et majeur, et même le traverser. Ce développement, il peut être expliqué par ce développement donc dans la zone à risque, il peut être expliqué par plusieurs facteurs, notamment le fait que ce sont des zones planes, ce sont des zones qui sont plates, et où donc la construction est facile. Le deuxième facteur d'explication, c'est aussi que dans le sud de la France, on n'a pas eu d'inondation entre les années 70 et 90, qui a été une période de forte croissance démographique, c'est-à-dire que la population est devenue de plus en plus nombreuse, donc il a fallu construire des infrastructures et des habitations pour les loger. Et dans ce même temps, on a eu une absence d'inondation, donc un oubli du risque inondation et un développement de la commune en direction des espaces dangereux. Ces zones-là ont été complètement ravagées lors des inondations de 2002, avec un nombre de morts, on était à peu près à 25 ou 26 morts, il me semble, 25 morts et un disparu sur cet événement-là. Donc ça a été catastrophique. La montée des eaux s'est faite en quelques heures. En 3 heures, il y a eu plus de 8 mètres d'eau dans les rues de la ville.
Donc on n'a pas eu le temps d'évacuer les gens. Il y a eu une solidarité qui s'est mise en place avec certaines personnes qui sont venues porter aide directement aux gens qui savaient être dans cette zone sinistrée, et d'autres qui ont dû se débrouiller malheureusement par eux-mêmes. Ça fait partie des premières grandes catastrophes, on va dire, qu'on a étudiées en géographie des risques naturels et qui ont permis d'élaborer des documents, notamment des documents pour aménager le territoire, c'est-à-dire délimiter des zones qui seront sécurisées ou des zones de danger, et donc d'améliorer la prévention des risques. Maintenant, on va quitter les exemples français, je vais vous emmener pour de bon en Indonésie, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec des exemples plus concrets. Ce que je vais vous présenter, c'est donc une étude de cas pour vous montrer aussi les outils dont on dispose pour analyser et comprendre les risques naturels et comment s'en protéger. Vous voyez ici la ville de Banda Aceh, qui est donc située sur la pointe de Sumatra, qui est une île indonésienne, qui est située le plus à l'ouest. C'est l'île indonésienne qui est le plus à l'ouest. Ça, c'est une photo avant le tsunami, et ça, c'est une photo après. Ceci pour vous montrer que le territoire que l'on va reconstruire, le territoire sur lequel on va réintégrer les populations pour qu'elles puissent reprendre une vie, n'a rien à voir avant et après. Il faut composer avec ce type de territoire-là quand on a eu des catastrophes comme les tsunamis. D'autres types de risques, comme les séismes, vont faire d'autres types de dégâts. Vous n'allez pas avoir de la perte de terrain comme ça. Le terrain peut s'affaisser, merci, de plusieurs centimètres. Au Japon, par exemple, lors de la grande catastrophe qui a eu lieu en mars 2011, peut-être que vous en avez entendu parler, qui a donné lieu à l'explosion de Fukushima, le sol s'est affaissé de plus de 90 cm en certains endroits, naturellement, par le biais du séisme. Et puis petit à petit, naturellement aussi, le sol est remonté, et il est en train de remonter progressivement jusqu'à son niveau probablement d'avant le séisme et le tsunami. Aujourd'hui, il est remonté, donc on est à 4 ans après la catastrophe, 5 ans, il est remonté de 70 cm en certains endroits. Donc on a vraiment des variations qui sont importantes et des changements dans le territoire. Au-delà de ces éléments qu'on appelle l'exposition, c'est-à-dire que vous êtes situé à un endroit dangereux, on va avoir d'autres éléments que vous avez vus tout à l'heure sur l'équation que je vous ai présentée, qui sont les éléments de vulnérabilité. On a différents types de vulnérabilité. Et je vous promets qu'après on rentre vraiment sur des cas concrets, que c'est les derniers éléments un peu théoriques et conceptuels que je vous présente. La vulnérabilité structurelle, ce qu'on appelle la vulnérabilité technique des enjeux, elle va être liée notamment au bâtiment. C'est-à-dire, quels sont les modes de construction. Par exemple, pour résister à l'incendie, vous avez l'histoire des 3 petits cochons, avec un bâtiment en paille qui va brûler très vite, qui sera très vulnérable, jusqu'au bâtiment en pierre, qui sera très solide et qui sera très résistant. Donc, les modes de construction sont très importants. On va avoir, par exemple, pour le tsunami dont je vous parlais, le tsunami en Indonésie, un des seuls bâtiments qui est resté debout lors du tsunami, c'était la mosquée. À votre avis, pourquoi? Est-ce que vous avez une idée? Oui. C'était le seul bâtiment. Alors, c'était un des rares bâtiments à être bien construit, à être construit en dur, mais c'était aussi lié au fait que dans une mosquée, la salle d'en bas est complètement vide, entre guillemets. C'est un espace où il y a juste des colonnes et où l'eau peut circuler. Il n'y a donc pas de murs qui retiennent les eaux et qui font pression. Tous les autres bâtiments, les murs se sont effondrés à cause notamment de la pression de l'eau. Alors que pour la mosquée, étant donné qu'il n'y avait que des arches, l'eau est passée à travers les arches et a traversé le bâtiment sans le détruire. Donc il y a pour tous les types d'aléas naturels, il y a des modes de construction qui vont être plus ou moins résistants. On a aussi des modes de construction parasismiques, mais enfin je ne vais pas rentrer dans le détail des modes de construction, c'est pas la question. Les matériaux sont très importants aussi, c'est ce que tu disais, le fait que la mosquée soit construite en dur et non pas en bambou, par exemple.
comme de nombreux bâtiments d'habitation étaient construits en bambou et en tôle. Les modes d'occupation, c'est lié à l'exposition, ce que je vous disais. Ensuite, on a la question des heures de fréquentation. Ça, c'est plutôt pour des établissements comme les lycées, par exemple. Si vous avez une catastrophe naturelle qui survient à une heure où tout le monde est en cours, où vous êtes tous dans vos salles de cours, on a une concentration d'enjeux, puisque les enjeux c'est vous, on va avoir une concentration d'enjeux au même endroit. C'est-à-dire potentiellement des pertes plus importantes, si le risque est mal géré. En France, les grandes inondations qu'on a connues, notamment dans le sud, elles ont toutes eu lieu à des heures qui étaient les heures de sortie d'école et de sortie du travail. Et donc on avait beaucoup de gens qui étaient sur les routes, soit pour aller chercher les enfants, soit pour rentrer chez eux. Et le nombre de morts a été important du fait que les gens étaient sur les routes. J'en profite pour passer un message sur la gestion du risque inondation. Prendre la voiture, être dans un véhicule en cas de forte précipitation et de risque inondation, c'est un danger pour votre vie très important, réellement. Il vaut mieux rester là où vous êtes et vous mettre en hauteur, en sécurité. On en vient donc à la vulnérabilité des populations. Je ne vais pas tout détailler, mais la vulnérabilité des populations, elle est liée à leur âge. Plus vous êtes jeune, plus vous courrez vite, plus vous aurez de faculté à vous mettre dans des situations de sécurité facilement. Plus vous êtes vieux et dépendant, plus ça sera compliqué, globalement. Et on a aussi les questions, comme je vous disais, donc de comportement face au risque. Il y a des gens qui vont avoir des comportements qu'on appelle dangereux. C'est ce que je viens de vous décrire avec le fait de prendre sa voiture pendant une inondation. C'est un comportement dangereux. Le nombre en France de morts liés aux inondations, plus de 50% sont liés à des gens qui étaient dans leur voiture. Donc à des situations, et notamment dans des 4x4 où les gens se sont sentis en sécurité, pensant qu'ils pourraient passer, et les eaux les ont emportés. C'est ce qu'on appelle la culture du risque. C'est donc la connaissance des comportements adéquats, et aussi la mémoire des événements passés. Pour savoir, par exemple, en tel endroit, les anciens disent qu'il y a eu de l'eau. Ou, sur mon risque volcanique, par exemple, on sait que lors des dernières éruptions, ça s'est passé de telle manière. Les animaux sont partis, dans un premier temps, ce qui est un signe annonceur de l'éruption volcanique. Et il y a une mémoire qui se transmet de génération en génération, une mémoire orale des catastrophes, et qui va permettre d'avoir une culture du risque et donc de développer des comportements plus sûrs. Vous avez ici une petite image qui est un petit peu anecdotique, mais qui est, je pense, assez représentative, d'un monsieur qui est dans l'eau pour sauver un chat, avec un deuxième qui est sur le toit. En Indonésie, on a eu des problèmes pour faire évacuer les gens, parce qu'ils avaient peur de laisser leurs animaux de compagnie. À la fois leurs animaux de compagnie, mais aussi leur bétail. Peur de perdre ces animaux, ces éléments qui sont constitutifs de leur vie et qui sont très importants pour eux et pour leur économie. Donc, quand on réfléchit à aider les gens à évacuer en cas de catastrophe naturelle, on doit aussi réfléchir, même si ça vous paraît anecdotique, à évacuer chiens, chats, poules, vaches et tout type de bétail pour permettre de mettre les gens en sécurité, car sinon ils refusent d'évacuer. Deux autres types de vulnérabilité, la vulnérabilité fonctionnelle ou institutionnelle, c'est la capacité qu'a l'État, le pays, à répondre à la crise. Cette capacité de réponse, elle est liée aux moyens, c'est-à-dire les moyens économiques qu'un État va pouvoir mettre en place pour venir en aide à sa population. Et enfin, la question de la prise en compte du risque et de l'entretien de la mémoire du risque. Ensuite, la vulnérabilité qu'on appelle psychosociologique, c'est la capacité individuelle à se préparer, à faire face et ensuite à se relever une fois que la crise est passée. Et tous, on est de manière individuelle inégaux face à ces risques naturels. De manière générale, le facteur économique est un facteur important pour pouvoir se sortir de situations dangereuses. Les mesures de prévention
qui vont vous permettre de vous mettre en sécurité, sont des mesures pour la plupart coûteuses. Et donc, la question économique, la ressource économique des États, est quelque chose de très important pour la prévention. Très important, mais on va le voir avec l'Indonésie, où on est sur des communautés qui sont des communautés rurales et relativement pauvres. Ce sont des gens qui vivent avec à peu près 80 € par mois. Donc c'est un niveau de vie qui est assez bas, même pour la région. Ces gens qui ont très peu de moyens économiques réussissent malgré tout à trouver des moyens de se mettre en sécurité et de limiter les pertes en cas de catastrophe. Je vous donne un petit exemple tout de suite. Sur les rivières qui descendent du volcan, parce qu'il y a un certain nombre de rivières qui descendent du volcan Merapi que je vais vous présenter juste après. Sur ces rivières, il y a des ponts, comme partout. Ces ponts sont fréquemment détruits par de fortes inondations, qui sont très rapides et très importantes. Au lieu de reconstruire des ponts en béton qui leur coûtent très cher, ils ont décidé de construire des ponts en bambou, qui sont détruits à chaque inondation et aussitôt reconstruits, et qui ne coûtent rien, puisque le bambou est un matériau local, qu'ils ont sur place, et donc accessible, et qu'ils peuvent reconstruire eux-mêmes, sans avoir besoin d'une grande technique, d'un grand savoir. Donc ils sont autonomes en fait. Ça se passe aussi au Cambodge, sur le Mekong, qui est un fleuve qui traverse, qui traverse le Cambodge, le Vietnam et la Thaïlande, où vous avez beaucoup de ponts en bambou, mais sur plusieurs kilomètres. Vous avez des ponts qui font 1,6 km, 1,8 km, qui sont tout en bambou, où vous voyez des camions passer dessus, où vous voyez tout un tas de véhicules qui sont très lourds, donc ce sont des ponts qui sont très résistants et qui coûtent pas cher. On passe tout de suite au Merapi. Donc vous voyez ici le volcan, avec au sommet un dôme de lave. Ce volcan est un stratovolcan. Dans stratovolcan, il y a strate et volcan. Ce qui signifie que ce volcan se construit, à chaque fois il est un peu plus haut, il se construit un peu plus, à chaque éruption. Il explose, les matériaux se déposent sur ses flancs, et ça crée une couche, plus une autre, et donc le volcan ne cesse de croître. Ce qu'on appelle un stratovolcan. Le Stromboli, en Italie, est aussi un stratovolcan. Alors, pour vous situer un peu plus, donc là, nous avons l'archipel indonésien. L'archipel indonésien, il est situé sur la ceinture de feu, c'est-à-dire qu'on est sur une faille sismique par laquelle remonte le magma. Et les îles indonésiennes comportent toutes de nombreux volcans, puisqu'elles sont toutes situées sur cette limite de plaques tectoniques. L'Indonésie, c'est 17 000 îles au total. L'archipel indonésien comporte 17 000 îles, dont seulement 12 000 sont habitées. Les autres sont des îles vierges, où il n'y a parfois qu'un seul et unique volcan, et pas d'habitants dessus. Le volcan du Merapi se situe sur l'île de Java, qui est donc ici, où on a la capitale Jakarta. Un petit point rapidement, quand je vous parlais de Sumatra, c'est cette île-là, et Banda Aceh est située là, à la pointe ouest. Donc, le volcan Merapi, il est situé au-dessus de la ville de Yogyakarta, au nord, à 20 km au nord de la ville de Yogyakarta. Vous avez ici une vue aérienne du volcan, où on voit ici le dôme, avec les dépôts gris, qui sont donc des cendres et des dépôts volcaniques. Et ensuite, les exemples que je vais vous présenter, les villageois que je vais vous présenter et leur vie, ils sont issus de ces deux vallées qui descendent le volcan, celle de la Gendol et celle de la Putih. Putih en indonésien, ça veut dire blanc, c'est donc la rivière blanche, et elle a été appelée comme ça à cause de ce qu'on appelle les lares. Un petit peu technique, c'est un terme indonésien, qui signifie que quand on a une éruption, le matériau se dépose tout autour du volcan, sur les flancs. Et on est en Asie, donc on a des périodes de mousson, avec des saisons des pluies très importantes. Au moment de la saison des pluies,
Ces matériaux qui sont très fins sont mis en mouvement par les précipitations et descendent le long des rivières. Et ça forme donc des espèces d'inondations, mais très chargées en matériaux, très chargées en sédiments, et qui sont de couleur blanche, puisque formées des cendres volcaniques. Donc on a beaucoup de rivières qui s'appellent les rivières Putih, donc les rivières blanches, sur les volcans. En Indonésie, bien sûr. Ici, vous avez une autre vue du volcan Merapi, qui a été prise depuis un hélicoptère, où j'ai eu la chance de me trouver. Et vous voyez, donc là, on a le volcan Merapi. Ici, on a son grand frère, qui est le volcan Merbabu. Et derrière, d'autres volcans que je vous présenterai un peu plus tard, mais ici, vous avez le Kawah Ijen. Peut-être certains de vous en ont entendu parler, c'est un volcan qui produit du soufre, avec un lac de volcan qui est chargé d'acide et qui est bleu turquoise. Magnifique. Ces volcans, donc, pour vous montrer qu'on est bien sur la ceinture de feu avec la présence de nombreux volcans sur cette île. Vous avez ici, je vous ai entouré ce qui est les villages en fait, qui sont situés sur le flanc du volcan. Sur ce volcan, on a des gens qui habitent le volcan jusqu'à plus de 1500 mètres d'altitude. Le volcan fait presque 3000 mètres, il fait 2993, mais ça bouge régulièrement. Et les gens se sont installés jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Et vous voyez ici les villages qui descendent les pentes du volcan. Ça fait partie des volcans les plus peuplés au monde. Il existe très peu de volcans où il y a autant de personnes sur le volcan. Là, on a des densités d'habitants de 1000 habitants par kilomètre carré. C'est des densités qui sont proches de milieux urbains, de villes, de métropoles. Alors que là, on est en rase campagne, pour le dire clairement. C'est vraiment la campagne. Oui ? Il y a un intérêt à vivre sur des volcans ou pas? Justement, on va y venir, c'est une très bonne question. Ils habitent sur ce volcan pour plusieurs raisons. Il y a une raison qui est une raison, on va dire, historique et culturelle. C'est-à-dire que ce volcan, les habitants du volcan et de la ville sont persuadés qu'il est habité par une âme, l'âme du volcan. La mer, qui est située de l'autre côté, est censée abriter la déesse de la mer, qui communique avec les esprits du volcan. Et on a un Juru Kunchi. Le Juru Kunchi, c'est le gardien des clés du volcan, qui communique avec les esprits des deux. Et les gens se situent dans un axe sacré de l'île de Java. Donc il y a une raison qui est, on va dire, quelque peu mystique et culturelle, qui est liée au fait que le lieu est chargé d'histoire, il est chargé de traditions culturelles en lien avec ces esprits-là. Le deuxième élément est que les cendres qui sont émises par le volcan, lorsqu'elles sont déposées sur la terre et mélangées avec la terre, en font une terre qui est très fertile. Pour vous donner un exemple, les cultivateurs de riz sur ce volcan-là ont 3 récoltes de riz par an, là où ailleurs en Indonésie on est sur 1,5 ou 2. Donc ils ont une rentabilité, une productivité de la terre qui est très importante. Ensuite, il y a un autre facteur aussi qui est invoqué par les habitants, c'est que le volcan crée un microclimat où les températures sont plus fraîches et où donc il y a moins de moustiques, puisque les moustiques se développent aussi avec la chaleur, qui est un fléau en Indonésie, les moustiques tigres, et les maladies associées telles que le paludisme et la dengue. Et donc il y a un microclimat sur le volcan, généré par le volcan, qui permet aux habitants d'être plus tranquilles, entre guillemets, par rapport à ces maladies-là que d'autres. Donc ils s'estiment comme étant des privilégiés, puisqu'ils ont une terre qui est très rentable et un climat qui est très favorable. Il y a d'autres ressources volcaniques que je vous présenterai à la fin, plus en détail. Je vais passer assez rapidement là-dessus, c'est juste pour vous présenter les différents types de mécanismes éruptifs qui existent. Sur un volcan, dans sa vie de volcan, le volcan peut passer par tous les dynamismes éruptifs possibles. Donc si on arrivera à prévoir le moment de l'éruption, puisqu'on surveille les volcans, il y a des observatoires avec des équipes dédiées à ça. On a des caméras qui vont surveiller la déformation du volcan. Lorsque la lave remonte par la cheminée volcanique, le dôme va s'élargir pour laisser passer la lave. Et donc on va mesurer avec des outils, des télémètres, on va mesurer l'élargissement du dôme.
et donc pouvoir être en mesure de prévoir le moment de l'éruption. Par contre, on ne sera pas en mesure de prévoir quel type exact d'éruption va se produire. Et pendant un même événement, le volcan peut passer par différentes phases éruptives et différents processus. Le premier, c'est l'éruption qu'on appelle hawaïenne, qui tire son nom des volcans d'Hawaï, tout simplement, où on a une lave qui est très très fluide. C'est ce qui caractérise les volcans rouges. C'est une lave fluide, c'est-à-dire que c'est la lave qui va couler. C'est ce que vous voyez aussi, notamment sur le Stromboli, ou sur les volcans réunionnais, où vous voyez ces coulées de lave très impressionnantes traverser les routes et aller se jeter dans la mer. C'est une lave qui est très fluide. Une lave fluide, c'est-à-dire qu'elle n'est pas chargée en gaz. Plus la lave sera chargée en gaz, plus elle sera visqueuse et plus elle se déplacera lentement. Les éruptions stromboliennes, donc on est aussi, ce que je vous disais, sur une lave qui est relativement fluide, elle va être un peu plus visqueuse, celle-ci un peu plus chargée en gaz, et donc elle va avoir un peu plus de mal à sortir du cratère. Et ayant plus de mal, on va avoir des petites explosions et des fontaines de lave, c'est-à-dire que comme elle est plus visqueuse, elle va remonter à la surface. Arrivant à la surface, elle va se durcir au contact de l'air, qui sera plus froid, nécessairement, qu'elle. Et ce durcissant, le reste de la lave va remonter derrière et va pousser, créant une pression, avant d'exploser. Sous forme notamment de fontaines de lave, comme vous avez ici. Ensuite, on a ce qu'on appelle les volcans gris, c'est-à-dire que ce qu'on voit sortir du volcan, ce sont des matériaux gris et non pas rouges comme l'était la lave. Et ce sont donc des volcans où on a des concentrations de gaz beaucoup plus importantes. Et où donc cette lave a de plus en plus de mal à sortir et où on a des explosions de plus en plus impressionnantes. Avec ce premier type qu'on appelle l'éruption vulcanienne, qui vient aussi d'un volcan sicilien, qui s'appelle Vulcano, qui est une île volcanique. Ça, je vous donnerai les documents avec ces descriptions, parce que vous n'allez pas tout prendre en note, ça va être compliqué pour vous. L'éruption plinienne, celle-ci, elle est intéressante parce que ça a été la première qui a été documentée. C'est Pline le Jeune, qui était un explorateur, qui a vu depuis un bateau l'éruption de, je ne dis pas de bêtises, du Vésuve en l'an 79, qui a enseveli Pompéi et Herculanum. Et il a observé cette éruption depuis son bateau, donc depuis la mer, et il a pu détailler chacune des choses qu'il voyait. C'est la première description qu'on a d'une éruption volcanique qui soit aussi documentée et aussi fine. Et donc, pour représenter les éruptions type Vésuve, on a appelé ces éruptions les éruptions pliniennes. Leur particularité, c'est qu'on a un panache de cendres. Donc la lave bloque à la sortie, ça s'accumule, la pression s'accumule, les gaz s'accumulent aussi, le bouchon de lave pète, saute, et on a une explosion avec tous les gaz et toutes les petites particules de lave qui vont être projetées très fort au-dessus du volcan et qui vont se refroidir en atteignant l'air et retomber sous forme de pluie de cendres. Ces phénomènes sont très dangereux pour les personnes dans la mesure où on va respirer ces petites pluies de cendres et on va avoir des problèmes au niveau respiratoire. C'est aussi ce qu'on a eu avec le volcan Eyjafjallajökull en Islande, qui est rentré en éruption il y a quelques années, il y a 2 ans, et qui a donc perturbé le trafic aérien pendant plusieurs semaines. Ensuite, l'éruption péléenne, on passe. La Surtseyenne, c'est une éruption qui se situe juste à la surface de l'eau. On a pas mal de volcans, notamment au niveau du Japon, au niveau géographique du Japon, on a pas mal de volcans qui sont sous-marins, ou juste à la surface de l'eau. Sous-marins, on entend des volcans qui sont vraiment plusieurs dizaines de mètres en dessous de la surface, et on a certains volcans qui affleurent à peine la surface de l'eau. Et lorsque la lave sort, en contact avec l'eau, on va avoir de la vapeur qui va être projetée. C'est très spectaculaire, c'est pas très très dangereux, mais c'est très spectaculaire. En général, il n'y a pas d'habitants à côté. Les éruptions phréatiques, là c'est quand on a un lac au niveau du cratère. Si certains d'entre vous connaissent le Massif central, on a un lac qui s'appelle le lac Pavin, qui est un lac de cratère.
et qui est un lac acide. Il y a toujours la cheminée magmatique en dessous, et il y a toujours la lave qui peut remonter. Dans ces conditions-là, la lave remonte, et elle va faire exploser le lac de cratère. Donc on va avoir, à ce moment-là, des gaz plus des vapeurs qui vont se répandre sur des dizaines de kilomètres aux alentours et qui peuvent être potentiellement très dangereux pour les populations. En Indonésie, on a un volcan, le volcan Kelut, qui avait un lac de cratère et un lac d'acide, avec des poches de gaz en dessous du lac d'acide. Lorsque le volcan est entré en éruption, les poches de gaz se sont ouvertes et ont tué les gens sans que personne ne se rende compte de rien. C'était un gaz inodore qui s'est répandu sur les flancs du volcan et le bétail et les gens sont morts les uns après les autres, intoxiqués par ce gaz. Et ensuite, il y a eu l'éruption. Alors, les principaux aléas volcaniques, rapidement, les retombées aériennes, on en a parlé. Les coulées pyroclastiques, c'est ça. C'est quand le panache, donc ce nuage de matériaux volcaniques, de lave, le panache monte à des dizaines de kilomètres de haut et fatalement, loi de la gravité, redescend brutalement. Et lorsqu'il redescend brutalement, qu'il s'effondre sur lui-même, on a un phénomène qu'on appelle un phénomène de blast, c'est-à-dire que vous allez avoir un souffle, comme pour une bombe, comme quand quand une bombe est lâchée sur un pays lors d'une guerre, vous allez avoir un phénomène de souffle qui va raser tout avant que les matériaux n'arrivent réellement à proprement parler. Et ces matériaux vont tout ensevelir sur leur passage. C'est ce qui s'est passé en Indonésie en 2010 sur le Merapi. Les émanations de gaz, je vous en ai parlé. Les laves, on va y revenir en détail. Les mouvements de terrain, ça peut être lié, quand on a donc le dôme de lave qui est au sommet, puisque la lave est trop visqueuse pour s'écouler. Le dôme de lave qui est au sommet, parfois, avant l'éruption, pendant, après, il peut s'écrouler, créant un mouvement de terrain. On a en Alaska un volcan qui était situé un peu comme sur le Merapi, c'est-à-dire que vous aviez le volcan et en face son grand frère, qui était inactif. Et entre les deux, un lac qui s'était développé. Les parois du volcan actif sont tombées dans le lac, créant un tsunami qui est allé inonder l'autre volcan et qui est remonté à plus d'une centaine de mètres de hauteur. Donc c'est vraiment gigantesque. Et aussi ce qu'on craint, les tsunamis donc en lien avec les volcans, c'est ce qu'on craint sur le Stromboli. Et c'est très amusant quand vous êtes sur Stromboli parce que vous avez des panneaux d'évacuation pour le volcan qui vous disent descendez vers la mer et des panneaux d'évacuation tsunami qui vous disent remontez vers le volcan, sachant que le risque d'éruption volcanique peut créer un risque de tsunami. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec l'éruption de 2010. À l'automne 2010, le 20 septembre, on a eu les premiers signes de réveil du volcan. Volcan que vous voyez ici. Ici, vous pouvez voir la lave qui s'est écoulée une fois que le dôme a pété, puisque donc en Indonésie, sur le Merapi, il y a eu la constitution d'un dôme de lave, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui a fini par exploser, créant un panache éruptif, gigantesque, et qui a ouvert le volcan sur la face sud. Donc, les signes de réveil qui ont été perçus dès le 20 septembre, il y a, comme je vous disais, le départ des animaux. C'est un volcan qui est habité par des animaux, notamment des panthères et des singes, beaucoup. Et tous ont fui, ils sont descendus vers la ville, ils ont fui le volcan, avant même que les premiers sismomètres, donc les outils qu'on place sur le volcan pour capter les séismes qui se passent en sous-sol, et donc détecter une activité anormale, avant même que les sismomètres aient donné les signes, les animaux étaient partis. Et les animaux partent parce qu'ils sentent les ultrasons qu'émette le volcan, qui les alertent en quelque sorte du réveil imminent du volcan. Les autres signes sont donc les secousses volcaniques,
À partir du 20 septembre, on est passé de 1 secousse volcanique par jour à plus de 11. Ce qui signifiait que le volcan était en train de se réveiller réellement et que l'éruption était imminente. Suite à ça, les autorités ont décidé d'interdire l'accès, c'est-à-dire qu'au lieu, à la fois on a interdit aux gens de monter sur le volcan, et à la fois on a fait descendre, on a fait évacuer ceux qui étaient le plus proches du volcan. Entre le 20 décembre et le 26 octobre, donc pendant un mois, les gens ne sont pas rentrés chez eux. Ils ont évacué, ne sont pas rentrés chez eux. On a eu, entre guillemets, de la chance que l'éruption se passe à ce moment-là, c'était un vendredi. Les gens étaient prêts à remonter pour le week-end chez eux. Ils en avaient marre d'être dans les centres d'évacuation, ça faisait un mois qu'ils étaient là et que rien ne se passait. Ils voulaient remonter. Le soir, ils ont pris la décision de remonter le lendemain matin. Le 26 au soir, le volcan est entré en éruption, coupant court à toutes les négociations pour remonter. Les premières victimes, elles ont été à Kinarejo, c'est le village du Julukunchi dont je vous parlais, du gardien des clés du volcan, qui se situe à 4 km du cratère, donc on est vraiment très très près du cratère du volcan. Et on a retrouvé 30 personnes qui ont été brûlées et asphyxiées par les gaz dans ce village-là. Il faut savoir que ce gardien des clés du volcan, il savait très bien que le volcan allait entrer en éruption. Il souhaitait rester pour essayer d'apaiser les esprits du volcan, selon sa croyance à lui. Une particularité de ce volcan et de ce territoire, c'est que c'est une population à majorité musulmane, et on a retrouvé le Julukunchi en train de prier, pas face à la Mecque, mais face au volcan. Ce qui a créé beaucoup de discussions et beaucoup de débats autour de ça, puisque c'était un musulman tout à fait respecté, aucun problème. Mais il a associé sa culture religieuse à une culture animiste et mystique en lien avec les esprits du volcan. Il a demandé aux gens d'évacuer, et les gens souhaitaient rester près de lui pour l'aider à calmer les esprits du volcan. Comme je vous disais, donc, il a été retrouvé mort. Et le 5 novembre, donc un mois et demi après, on a eu le pic éruptif avec ce panache gigantesque qui a fini, comme vous le voyez là, par redescendre sur les flancs du volcan. Ça a créé ce que je vous disais tout à l'heure, donc une coulée pyroclastique, c'est-à-dire tous ces matériaux volcaniques très très chauds qui redescendent sur les pentes du volcan à toute vitesse. La fin de la période éruptive, c'était pas en 20 111, mais en 2011, vous l'aurez compris, c'était une petite faute de frappe. Et ça a été au total 350 000 personnes qui ont été déplacées par cette crise volcanique pendant plusieurs mois, loin de chez elles. La catastrophe qui est arrivée après, ça a été les lahares dont je vous parlais, ces inondations à base de matériaux volcaniques. Vous avez ici quelques images d'un lahar. Ça, c'est le dépôt, une fois que le lahar est passé. Et là, je vous ai mis celle-ci parce que je la trouvais sympathique et amusante de voir tous les gens qui viennent s'amasser au bord des rivières pour regarder passer le lahar. C'est très impressionnant, ça fait un bruit incroyable et ça transporte des blocs, parfois de plusieurs tonnes. Donc vous voyez un bloc de plusieurs tonnes glisser sur la rivière, c'est très impressionnant. Et les gens se réunissent pour filmer, prendre des photos et discuter le coup, sachant que les berges peuvent s'effondrer, comme vous le voyez, à n'importe quel moment. Comportement à risque, à pas faire. Donc comme je vous disais, la saison des pluies en 2011, les lahares se sont déversés dans les rivières du Merapi et ont tout enseveli sur leur passage. Là, il y avait un village avant. On ne voit même plus les toits. Donc certes, c'était pas des maisons à 4 étages, mais vous imaginez une maison en rez-de-chaussée avec son toit complètement submergé, complètement enseveli. Suite à ça, suite à cette catastrophe, une fois que la gestion de crise a été passée, qu'on a évacué les gens, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait revenir les gens? Où est-ce qu'on les fait revenir? Comment? Dans quelles circonstances? Toutes ces questions se sont posées au gouvernement indonésien qui a décidé de faire, comme on fait en France avec les risques inondations, etc., des cartes de risques.
Ici, vous avez la zone qui a été sinistrée lors de l'éruption de 2010. C'est vraiment l'empreinte de l'éruption. Ensuite, en rose foncé, vous avez la zone qu'on appelle la KRB 3, la plus dangereuse, puisque c'est là où vous allez avoir des retombées de bombes et de pluie de cendres. Les bombes, ce sont des morceaux de lave, on pourrait dire, qui sont projetés dans l'air et qui se refroidissent en redescendant, mais qui peuvent être de la taille d'un ballon de rugby facile. Ensuite, vous avez la zone à risque fort, où on est sur le même type d'aléa, mais un peu moins important. Et en jaune, ce qui nous intéresse, nos zones de l'art. Le gouvernement a décidé qu'à partir des berges de la rivière, sur 300 mètres de chaque côté, c'était interdit de reconstruire. Une fois qu'on a dit ça, où est-ce qu'on met les gens dont les maisons étaient dans cette zone de 300 mètres? Eh bien, le gouvernement a décidé de construire des maisons pour ces populations qu'il avait déplacées. Et au total, c'est 3500 maisons qui ont été construites en dehors des zones à risque. Donc vous voyez ici un petit peu plus, ça c'est pixelisé, on n'y voit rien, mais vous voyez là, les dommages, ça c'est les dommages causés par le blast, donc ça a été soufflé, et après les cendres qui sont tombées dessus. Il faut savoir que les cendres, elles tombent en telle quantité qu'elles font effondrer les toits des bâtiments. C'est pas anecdotique. Là, pareil, où on voit tout a été soufflé, tous les arbres ont été soufflés, et là, la maison qui a été isolée par les laves. Donc, la reconstruction. L'État, avec les financeurs, les assurances, les ONG internationales, par exemple, ce qu'on appelle les bailleurs de fonds, c'est-à-dire la Banque mondiale, etc., vont établir des politiques et stratégies pour les élus locaux, les populations et les associations, pour leur permettre de reloger les sinistrés, relancer le fonctionnement du territoire et réduire les risques au mieux. Je vous ai mis ici une petite photo que j'ai trouvée intéressante sur mon terrain en Indonésie, parce que dans ce relogement, il faut bien à un moment donné passer du temporaire, des maisons en bambou, au permanent, des maisons solides dans lesquelles les gens vont pouvoir s'installer et rester plusieurs décennies. Sur ce volcan, on a donc le zonage de risque qui interdit la construction en beaucoup d'endroits. Et on a aussi le fait que, certes, vous déplacez des gens, mais c'est des gens qui ont un métier, qui ont une famille, qui ont des enfants. Et donc, on doit rester dans une certaine proximité de leurs moyens de vie et de leur espace de vie habituel. Donc, ils ont décidé de construire les maisons permanentes juste en face des maisons temporaires. Autre anecdote, les petits tas de sable que vous voyez là servent à faire les parpaings que vous voyez là. Et je vous le donne en mille, ils sont extraits directement des laves. Donc voilà aussi une ressource du volcan, qui est de produire des matériaux qui vont être des matériaux de construction de très bonne qualité et qui ont enrichi la population de ce volcan comme nulle part ailleurs dans le pays. Donc il faut reconstruire ce territoire. Tout à l'heure, je vous ai montré la ville de Banda Aceh après le tsunami. Et bien là, avec les laves, on va avoir pas une perte de territoire, mais une augmentation du territoire, en quelque sorte. Vous voyez ici la rivière, la Kaliputi, qui passe dans le village de Gempol, avant l'éruption. Après, ça c'est une photo en couleur, hein. Après l'éruption et les premiers laves, la rivière, elle s'est élargie en certains endroits à plus de 200 mètres, alors qu'avant on la voyait à peine passer. Et donc il a fallu reconstruire ce petit hameau d'irréductibles gaulois qui n'ont pas voulu partir, qui n'ont pas voulu être délocalisés, parce que pour eux, les ressources sont trop importantes, et notamment ces ressources en matériaux. Première étape, pour recommencer à vivre, nettoyer. Recréer un espace qui soit habitable. L'autre objectif du nettoyage, c'est d'éviter ce qu'on appelle les effets en chaîne. Par exemple, vous allez avoir, après une inondation, après une éruption volcanique, après des laves,
beaucoup de matériaux mélangés, des matériaux de la maison, qui ont été réduits en gravats, qui vont être mélangés à des cadavres, animaux et humains, et à toutes sortes de matériaux. Si vous ne voulez pas avoir des conséquences sanitaires avec des épidémies qui se développent, la nécessité, c'est de nettoyer très rapidement. Et donc, de pelleter tous ces gravats et de les stocker, de les entreposer. Ça a pour objectif de restaurer l'accessibilité, donc les routes, les réseaux de routes et de transport, d'évaluer les dommages et de ravitailler les personnes non évacuées. Comme je vous disais, il y a des gens qui n'évacuent pas pour leur bétail, par exemple. On a aussi des gens qui n'évacuent pas parce qu'ils ont peur du vol. Après beaucoup de catastrophes, on s'est rendu compte que quand les gens évacuaient, on avait d'autres personnes qui venaient faire le tour des maisons et récupérer ce qui pouvait l'être. Ça s'est vu en Indonésie, en France, au Japon, partout, c'est une constante, on va dire, humaine, que de piller les biens des personnes qui ont déjà quasiment tout perdu. Et donc certaines refusent d'évacuer pour ces raisons-là. Donc il faut les ravitailler. Et pour ça, il faut dégager les routes. Les difficultés, c'est d'agir rapidement, de gérer l'enlèvement et le stockage. Comme je vous disais, on a des déchets qui sont mêlés avec des cadavres au milieu. Il faut que les gens puissent faire leur deuil après, donc il faut pouvoir rendre des corps. C'est très complexe et très lourd d'un point de vue humain. Et il faut gérer donc les moyens humains. On a aussi, après une catastrophe, autant on a des gens qui vont venir piller, autant on a des gens qui vont venir apporter leur bonne volonté de manière tout à fait spontanée. Et il faut les gérer sans les mettre en danger, en préservant leur sécurité et leur vie aussi. Alors comment se reconstruire ? Comme je vous disais, on a déplacé les populations. Là, je vous ai mis quelques villages. Ça, c'est les villages d'origine, qui sont pris entre deux rivières et qui ont été complètement détruits. Et on les a déplacés ici et là, à Ngawen et Sridewari, qui sont des lieux qui ne sont pas très très loin, finalement, de leur ancien lieu de vie, mais qui sont en dehors de la zone de danger. Ce déplacement, il a engendré nécessairement des modifications dans les conditions de vie et dans les habitudes de vie. Pour me rendre compte de comment les gens avaient été perturbés dans leurs habitudes de vie, j'ai fait avec les gens avec les habitants des villages pendant plusieurs jours, des trajets quotidiens avec eux, à pied, en scooter, à vélo, à dos de vache, tout ce que vous voulez, pour voir combien de temps on mettait avant de leur village aux différents points importants, le marché, l'hôpital, l'école, et après, voir combien de temps ça mettait une fois qu'ils ont été déplacés. Certains s'en sont plutôt bien sortis, ils sont rapprochés de l'axe routier, qui est donc l'axe commercial aussi, donc un point important. D'autres se sont éloignés de cet axe majeur, ici, et ont donc des conditions de vie qui sont pires après la catastrophe qu'avant. En s'éloignant, les gens ont dû changer de travail, pour certains. La plupart étaient agriculteurs, là, vous voyez, avant et après. Et après, ils n'ont pas pu retravailler dans l'agriculture, parce qu'ils étaient trop loin des champs, et qu'ils n'avaient pas de moyens de transport. Et donc, ils se sont développés dans d'autres activités. Ici, c'est mineurs, mais mineurs dans le sens exploitation du sable, des lards. Je vais vous montrer des photos après. On a des, entre guillemets, au chômage, hein, mais il n'y a pas de chômage en Indonésie, vous n'êtes pas payé pour retrouver du travail, mais des gens sans emploi, le nombre a nettement augmenté après. Ici, c'est les personnes qui gèrent des petits commerces de proximité, dont le nombre a augmenté après aussi. Et la fabrication de nourriture traditionnelle. Après la catastrophe, et au moment où le gouvernement a décidé de déplacer les populations, il y a une ONG qui est venue sur place et qui a décidé d'aider les gens à retrouver une ressource économique. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on produit abondamment dans la région autre que du riz? C'est le manioc. Et donc ils ont mis en relation ces gens qui étaient déplacés avec des producteurs de manioc locaux pour
créer des bonbons et des chips à base de manioc. Et dans les centres de relogement permanents et temporaires, on a un nouveau métier qui s'est développé, qui est celui de fabrication de produits à base de manioc, de produits transformés à base de manioc. Donc ici vous avez des petites chips après qui sont frites, qui sont séchées donc à même le sol, comme vous pouvez le voir. Et après on a des petits bonbons ici au manioc fermenté, qui sont produits et vendus dans les marchés alentours et qui ont permis aux gens de subvenir à leurs besoins de manière autonome sans dépendre des aides des ONG ou de l'État après la catastrophe. Vous voyez ici la suite donc, de la chaîne, hein, avec ici le transport et la vente, soit dans des petites boutiques qu'on appelle toko, soit sur les marchés. L'ONG a donné pour initier les populations indonésiennes à une gestion environnementale des choses, a donné des petits pots à compost, dont l'utilité est tout à fait pertinente pour le compost, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Un autre point, les maisons que le gouvernement a construites pour ces populations, elles sont toutes petites par rapport aux maisons que les Indonésiens ont l'habitude d'habiter. Ici, vous avez 2 maisons traditionnelles, et c'est des maisons qui font entre 80 et 100 mètres carrés. Ce sont des grandes maisons qui abritent plusieurs générations de la même famille. Les grands-parents, les parents et les petits-enfants, par exemple. Eh bien, les maisons de la reconstruction, elles sont toutes petites, elles font 36 mètres carrés, et elles n'abritent qu'une seule génération de la famille. Ça a l'air de rien, mais pour les populations, ça a été très très dur de se séparer les uns des autres et d'habiter dans des maisons différentes. Ça a ajouté, entre guillemets, au traumatisme qu'ils ont vécu. Avec ces toutes petites maisons. Un autre élément, les maisons elles ont été construites en parasismique, donc pour résister au séisme, ne pas s'effondrer. Très bien. La construction est donc plus chère qu'une construction normale, puisqu'il faut faire des études pour savoir comment on la construit, et il y a une sélection des matériaux qui est très importante. Donc ces maisons étaient plus chères, donc plus petites, et aussi sans ces éléments qui sont en pointillés là, que sont la terrasse et la cuisine. C'était à la charge des personnes de construire leur terrasse et leur cuisine. Soit, ça a été construit par les gens, mais pas du tout de manière parasismique. La cuisine encore passe la terrasse. Imaginez un séisme. Alerte, les gens sortent de leur maison. Ils sortent, ils passent par où? Par la terrasse. Il y a tout qui leur tombe sur le coin du nez. Donc c'est bien d'avoir fait une maison parasismique, sauf que du coup, ils ne sont pas du tout en sécurité s'ils suivent les ordres d'évacuation. Avant de terminer, des chiffres rapides sur ce que je vous disais. Est-ce que les gens, j'ai posé donc des questions à peu près 200 personnes sur ce volcan, pour leur demander, votre condition de vie, vos conditions de vie étaient-elles meilleures ou pires avant, après la catastrophe? Pour 91% des gens que j'ai rencontrés, la qualité de vie était pire après. Et pour 9% seulement, elle était meilleure. Alors on a tendance à se dire, elle était meilleure parce qu'ils ont eu des maisons parasismiques, par exemple. Ils sont en dehors de la zone à risque, donc ils sont plus en sécurité. Que nenni. La principale raison qui a été invoquée pour dire que les conditions de vie avaient été améliorées, c'est celle du confort. C'est-à-dire que les gens apprécient davantage vivre dans une maison en béton, puisqu'en fait c'est les standards occidentaux, du coup ils sont comme nous, ils vivent dans des maisons en béton, et plus dans des maisons en bambou qui les font passer pour des gentils sauvages, sous-évolués. Donc, le premier facteur qui a été dit, c'est on est dans des maisons en parpaing en béton, c'est super, on vit comme les Occidentaux. Et la sécurité n'a été citée que par 5% des personnes. Pour ceux qui ont mis en avant le fait que la qualité de vie était bien pire après, c'est lié vraiment à cette délocalisation, au fait de quitter leur village et d'aller dans un nouveau village, dans ces nouvelles maisons, où ils ont perdu leur livelihood, ses moyens de subsistance, c'est-à-dire à la fois le réseau familial, social, et les moyens économiques de vie. Dernière partie de cette présentation, les risques et ressources liés au volcan. Vous avez ici ce qu'on appelle le gunungan, et le gunungan c'est une marionnette du théâtre d'ombre javanais, le wayang kulit,
avec ici deux personnages principaux, Chinta et Rama, et au milieu donc le Gunungan qui représente le volcan. Ces marionnettes sont des marionnettes ancestrales dans la culture javanaise, et elles ont deux faces. La face arbre de vie, qui représente tout ce que le volcan apporte aux habitants, et la face démon, qui représente tout ce que le volcan détruit, et toute la force négative qu'il a en lui. Donc c'est une seule et même marionnette qui a une face positive et une face négative. Le sable du Merapi, je vous en ai parlé en termes d'extraction. Alors elle se fait à la main par des gens avec juste des petits paniers, mais elle se fait aussi de manière très organisée, avec des camions et des pelleteuses, qui sont directement dans le lit de la rivière, ce qui pose un léger problème d'évacuation en cas d'alerte, par exemple. Puisqu'il faut sortir des camions qui sont, vous voyez, sur des pentes très très fortes, qui ont à remonter des pentes très très fortes. Le temps passant,